Voilà, bonsoir à tous. Eh ben, on est très content d'avoir cette première rencontre avec Dominique ici sous cette forme. Euh, voilà, Dominique, on se connaît parce qu'on se croise quelquefois en Inde dans des ashrams, longue visite, mais c'est vraiment à la demande justement du groupe de l'année dernière de 2023 de l'inviter parce qu'elle nous avait donné un magnifique satsang et et voilà, bah c'est une excellente idée. Voilà. Donc ça c'est pour la mise en route. Donc ce soir on va avoir euh, toute une vidéoconférence ou un vidéo satsang, je sais pas comment tu préfères les appeler, Dominique, mais en tout cas, on va parler de la méditation, particulièrement des pensées dans la méditation. Euh, pour ceux qui connaissent très peut-être pas, je vous vois pas tous. Donc, Leishman Shanti, nous, on fait des ponts entre la spiritualité chrétienne et la sagesse de l'Inde. On organise des voyages et c'est dans ces voyages qu'on a rencontré Dominique. Et puis, on organise plein de choses en France. Donc, tout à la fin, je vous dirai les prochaines sessions qui arrivent. Mais pour l'heure, on va donner la parole à Dominique. Alors, juste une petite chose. Il y a en bas de votre écran un chat, donc une boîte de dialogue. Et si vous avez envie d'exprimer une question, ça peut être là. Et puis, il y aura par moment, attendez, je vous ai perdu, voilà. Il y aura par moment des invitations tout à fait spontanées de Dominique si vous avez des questions en cours de route. Alors, il faudra faire un petit geste de la main pour qu'on repère, voilà, que c'est à vous de parler, qu'on débloque le micro. Donc, pour l'instant, les micros sont bloqués, mais ils peuvent facilement se débloquer. Voilà. Bon, je crois que pour ma part, c'est tout. On va embarquer pour un beau voyage. Et Dominique, est-ce que tu veux bien dire, avant de commencer ton satsang ou ton partage, voilà, qui tu es et ce que tu aimes? Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, j'étais très touchée. Ça avait été un grand plaisir pour moi de rencontrer tout le groupe à deux satsang avec Swami Amrita Rupananda et puis Nanima. Et, voilà, donc j'étais toute contente quand j'ai eu un contact. Je me réjouissais voilà, de pouvoir. Il y a une belle énergie. Je trouvais qu'il y avait une énergie magnifique. Et donc, et puis je trouve magnifique aussi le travail que vous faites, hein, Chemin de Shanti. Donc voilà, je suis très honorée d'être là. Euh, Peut-être juste un petit background de, de, de qui je suis pour peut-être mieux pouvoir comprendre les angles que je prends quand on va explorer ce thème fascinant du travail avec la pensée en méditation. Euh, donc moi j'ai toujours allié deux chemins. Le chemin de la médecine, donc moi je me suis formée comme médecin et puis comme psychiatre. Et puis un chemin qui, dans un premier temps, était séparé, un chemin spirituel. J'ai commencé sur le chemin spirituel en faisant 17 ans d'aïkido, du hatha yoga que j'ai longtemps enseigné, et de la méditation et de la cérémonité japonaise, et beaucoup de voyages en Inde. Et depuis ces dernières 7-8 ans, je vis 4 mois en moyenne par année en Inde, où j'ai pendant plusieurs années travaillé en soins palliatifs en Inde, où j'ai pu euh, pour amener, enfin, pour explorer toute la dimension psychospirituelle dans l'accompagnement en fin de vie. Et puis, en parallèle à ça, avec des longs temps de retrait, pour moi, le nec plus ultra, c'est d'être toute seule, en silence, dans des endroits où on me nourrit et puis je peux juste explorer. Et donc, l'Inde a été toujours un endroit très accueillant pour ça. Et depuis ces dernières années, je passe beaucoup de temps avec Nanima, certains d'entre vous qui avez pu la rencontrer, qui est une source d'inspiration infinie pour moi et avec qui j'étudie aussi le sanskrit. Voilà. Et moi, j'ai jamais pu choisir d'enseignement spirituel, de lignée spécifique. Je suis complètement amoureuse de la tradition bouddhiste, surtout le bouddhisme tibétain. C'est de cette tradition-là que j'ai beaucoup appris, en fait, comment travailler avec la méditation.
qui est quelque chose que je fais en médecine. Donc, en tant que médecin, j'enseigne la méditation à mes patients, mais aussi dans les hôpitaux, principalement par rapport à la prévention du burn-out, mais plus profondément que ça, par rapport au lien que l'on a à nous-mêmes et comment ce lien peut être générateur d'une autre relation à la vie. Et donc, c'est des enseignements bouddhistes qui m'ont beaucoup aidé pour pouvoir, qui structurent vraiment bien les enseignements de méditation pour les rendre très accessibles et progressifs. Donc, beaucoup de ce que je dis se réfère à cette tradition bouddhiste. Et puis, il y a l'Advaita Vedanta, qui serait plutôt ma tradition de cœur. C'est ce qui m'a tout de suite parlé beaucoup plus vite. Et puis, beaucoup plus récemment, la tradition chrétienne, la chrétienne mystique. Quand je suis en Suisse, je passe le plus de temps possible dans un carmel. Tradition carmélitaine qui me touche énormément avec leur manière de parler et de vivre l'oraison. Et je vous dis ça en fait parce que du coup j'ai un vocabulaire très mélangé et je voulais vous prévenir que pour moi il y a beaucoup de mots qui sont complètement synonymes et je peux les utiliser de manière complètement aléatoire. Conscience universelle, la nature essentielle, le divin, Dieu, la présence, l'absolu, la paix, la vérité. Tout ça pour moi sont des synonymes et donc voilà, je les utilise de manière aléatoire. Et voilà, si un mot vous dérange, sachez que en réalité aucun mot n'a vraiment de l'importance. C'est des doigts qui tentent vainement de pointer vers la lune. Et de la même manière que tout ce que je dis, tout ce que je partage, déjà je l'ai reçu de ces merveilleux enseignants et maîtres qui, depuis le début de la nuit des temps, partagent l'émerveillement de notre existence. Mais un enseignement spirituel, c'est toujours incomplet, inadéquat, c'est toujours une tentative impossible de parler de quelque chose qui ne peut pas être décrit. Et donc, tout ce que je vais dire, en fait, peut être utile. Et si c'est le cas, alors explorons, ou peut ne pas l'être. Et dans ce cas, j'ai laissé juste défiler les mots. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir avoir le plus d'interactions possible. C'est assez inconfortable en fait pour moi de parler dans un espace silencieux comme ça. Donc au moins il y a des petits sourires, je vous remercie. euh, voilà, merci des petits pouces, c'est trop bien. Voilà. Donc oui, le thème des pensées en méditation, j'imagine que la plupart d'entre vous pratiquez la méditation. Et même si vous ne pratiquez pas la méditation, vous avez en tout cas des pensées. Et c'est incroyable à quel point c'est compliqué, la relation que nous avons avec nos pensées. Et je trouve toujours que c'est un thème fascinant parce qu'en même temps, d'énormes souffrances, c'est la base de mon métier. Les personnes qui viennent me voir viennent me raconter ce qui se passe en eux et c'est douloureux. Et donc, il y a un langage intérieur qui est extraordinairement douloureux, qui nous emprisonne, qui nous limite, euh, qui, euh, qui nous empêche d'accéder à cette liberté de l'être, notre nature profonde. Et en même temps, les pensées peuvent aussi être source de clarté, d'enseignement, de créativité, d'ouverture, d'insight, hein, de compréhension, de sagesse. Et c'est assez remarquable que ce même élément puisse en même temps soit nous emmener dans une terreur intérieure, soit nous guider vers la liberté dans le tout. Quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'en fait, dans notre tradition, dans notre culture occidentale, on n'a aucune idée de ce que sont les pensées. Si vous demandez à n'importe quel psychiatre, en tant que psychiatre, je devrais savoir qu'est-ce que c'est une pensée, c'est mon métier. Mais ce qu'on va vous dire, c'est que on ne sait pas. On peut vous parler de ce que disent les pensées, pourquoi elles disent ça, et là, il y a toutes sortes d'interprétations, de courants
voilà, psychothérapeutiques ou psychologiques qui vont décrire les mécanismes de comment les pensées peuvent interagir entre elles, entre l'intérieur et l'extérieur et l'émotionnel, le passé, la projection du futur. On peut très bien décrire comment se comportent les pensées, mais si on demande qu'est-ce que c'est une pensée, on ne sait pas. On n'a pas encore trouvé dans le cerveau un lieu de la pensée. C'est pas un organe visible. On a trouvé par contre, et ça c'est intéressant, je vous donne juste un petit peu le background médical parce que je trouve ça, ou scientifique, parce que c'est toujours, voilà, ça aide après, je trouve, de mieux comprendre. Mais en neurosciences, on a pu mettre en évidence, si on prend quelqu'un puis qu'on le met dans un scanner, puis qu'on lui dit, voilà, on va vous laisser sans rien faire, ben, ce qui va s'enclencher, c'est des pensées, on appelle ça des pensées discursives, c'est des pensées qui blablatent. Et en fait, on a fait des images, on s'est intéressé qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un est dans des pensées qui racontent, hein, on a tous ces pensées, ça, vous êtes à l'arrêt de bus, puis blablabla, hein, ça fait des commentaires intérieurs, hein, ces pensées discursives-là, et on a pu voir qu'il y a tout un réseau, hein, c'est assez complexe, plein d'endroits dans le cerveau qui sont actifs quand on est dans ce type de pensée-là. Puis la partie intéressante, c'est qu'on a découvert que on appelle ça une activité par défaut. Et une activité par défaut, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut arrêter volontairement, sinon c'est tout le temps là. Par exemple, si les yeux sont ouverts, on va entendre. Pour ne pas voir, il faut fermer les yeux. Si on a les oreilles ouvertes, on va entendre. Et pour cesser d'entendre, il faut se boucher les oreilles. Donc si on ne fait rien, les pensées pensent. Et il faut les inhiber pour qu'elles s'arrêtent. Et ça, vous en avez tous l'expérience. Quand on est occupé, quand on est concentré, nos pensées discursives s'arrêtent. Et quand on arrête, elles reprennent. Hein. Et ça, le fait de comprendre ça, enfin de voir que ça a été validé par la science, ou compris comme ça en science, c'est quelque chose qui peut beaucoup soulager les méditants. Parce que moi, j'ai l'occasion de beaucoup enseigner la méditation dans les hôpitaux, dans différentes organisations. Et puis la chose qu'on vient me dire le plus à la fin d'une séance d'introduction à la méditation, les gens viennent un peu en catimini comme ça, et puis ils me disent, c'était bien, mais moi je ne peux pas méditer, j'ai beaucoup trop de pensées, vous vous rendez pas compte, toutes les pensées que j'ai dans ma tête. Puis ça fait toujours sourire parce que c'est la même chose pour moi, hein. Et pour vous tous et nous tous. Mais c'est souvent vécu comme quelque chose qui est de l'ordre de c'est pas normal en fait, je devrais pouvoir arrêter ce truc, pourquoi j'ai tout le temps plein de pensées, alors que c'est une activité par défaut, hein, ça s'enclenche, c'est tout à fait naturel, c'est en soi pas un problème du tout, mais ça peut le devenir en méditation. Et donc de savoir que c'est une activité par défaut, ça peut déjà être un moyen de cesser de s'en faire par rapport aux pensées. On s'en fait beaucoup par rapport à nos pensées en méditation. Je rencontre des fois des méditants de, je sais pas, 10 ans, 20 ans de méditation qui butent encore. Oui, mais bon, quand même, j'ai toutes ces pensées. Un peu avec cette tendance à croire. Ça, c'est ce que beaucoup de gens qui connaissent pas la méditation viennent me dire. Ils me disent, oui, mais j'arrive pas à les arrêter. Je dis, mais moi non plus, mais c'est pas grave. C'est pas un problème du tout. Et souvent, ils me regardent un petit peu l'air de dire, ouais, c'est pas juste, parce que moi, on m'a dit, quand on médite, on pense pas. Donc voilà, ce premier petit chapitre comme ça sur le fait que les pensées, c'est quelque chose d'automatique, de naturel, de fluide, qui a d'un point de vue évolutif un rôle essentiel. Hein, c'est notre appareil mental qui est tout le temps en train de comprendre ce qui se passe à l'intérieur par rapport à l'intérieur pour pouvoir survivre. Donc c'est un mécanisme de survie extraordinaire, c'est un outil essentiel que l'humain a développé. Il n'avait pas tellement d'autres compétences. Hein. L'être humain par rapport aux autres animaux, il est pas très grand, il n'a pas des grosses griffes, il n'a pas des grosses dents, il ne va pas particulièrement vite. D'un point de vue de survie, il n'a pas vraiment d'avantage.
Mais la pensée, il a pu, voilà, l'être humain s'est développé grâce à la pensée. Hein, donc c'est notre outil de survie le plus efficace. Donc ça, c'est la partie positive de la pensée. Et puis, mais on est souvent très très mal avec, parce que la pensée n'est clairement pas tout le temps utilisée d'un point de vue, enfin, n'a pas toujours une utilité positive. Et là, je voulais vous raconter une autre étude que moi je trouve toujours très intéressante. C'est une étude assez récente. On a pris un collectif de personnes et puis on leur a hommes et femmes, et puis on leur a dit qu'on allait les laisser 15 minutes dans une pièce sans rien faire. Donc si on est 15 minutes dans une pièce sans rien à faire, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'enclencher. Et puis on laisse ces personnes pendant 15 minutes, puis on leur demande comment c'était, et puis ils disent, oh là là, c'était vraiment pas confortable. Puis on leur dit, d'accord, on va vous réenvoyer dans cette pièce pendant 15 minutes, puis la prochaine fois que vous êtes seul pendant 15 minutes, vous avez le choix. Soit vous attendez 15 minutes, soit on vous donne un petit boîtier, et puis il va appuyer sur un bouton, puis en fait, en appuyant sur le bouton, il s'envoie une décharge électrique. On les fait tester avant, c'est une décharge électrique qui n'est pas dangereuse, mais qui est très douloureuse. Et puis on envoie les gens, puis on leur dit, voilà, vous pouvez rester 15 minutes sans rien faire, ou 15 minutes en vous envoyant des décharges électriques. Et figurez-vous que 25% des femmes et 67% des hommes préfèrent s'envoyer des décharges électriques douloureuses plutôt que de rester seuls avec eux-mêmes. C'est énorme hein, comme chiffre. Donc, beaucoup plus les hommes que les femmes. On pourrait parler de ça. Voilà, il y a des théories intéressantes là-dessus. Mais même les femmes, une sur quatre. Hein, et les hommes, 3 sur 4. Donc, les êtres humains préfèrent globalement s'envoyer des décharges électriques plutôt que d'être seuls avec eux-mêmes. Et ça, c'est quand même intriguant, n'est-ce pas? À quel point nous avons peur de notre intériorité, à quel point nous sommes démunis par rapport à ce que nous vivons en nous. C'était déjà Blaise Pascal, hein, le philosophe, qui disait que je n'ai pas appris la phrase par cœur, je cite de manière incomplète, mais que l'humanité serait bien différente si l'homme pouvait être seul dans le noir et dans sa chambre. Donc déjà au XVIIe siècle, il y a quelque chose qui est difficile avec les pensées. En fait, déjà bien avant, parce que dans la Bhagavad Gita, une fois que, pour ceux qui ont lu la Bhagavad Gita, c'est cette discussion entre Krishna et Arjuna, ou Krishna, donc la représentation du dieu, donne des enseignements, et il donne tout un enseignement à Arjuna, le grand guerrier. Il lui donne tout un enseignement sur la méditation, c'est le 6e chapitre. Et puis après avoir tout expliqué comment il fallait faire, comment il fallait se préparer, quel était l'impact, le bénéfice et tout ça, une fois qu'il a tout bien expliqué, Arjuna, il lui dit, oui, mais c'est très beau ce que tu me dis, mais moi, j'arrive pas à arrêter ce qu'il y a dans ma tête. Et il dit, mon esprit, il est aussi chanchal en sanskrit, c'est aussi instable, vagabond, ruminant. Hein. En fait, chanchal, c'est quand on churn, quand on tourne pour faire du beurre. Il est aussi tournant comme ça. Et vouloir stabiliser mon esprit, c'est aussi dur que de vouloir attraper le vent avec ma main. Ça, c'est la phrase que dit Arjuna. Et ça, c'était les premières datations pour la Bhagavad Gita, c'est moins 800 avant Jésus-Christ. Donc, moins 800 avant Jésus-Christ, pour les êtres humains, c'était déjà dur, leur pensée. Et ça l'est resté maintenant. Je pense qu'on a encore moins de facilité avec maintenant. Je pense qu'on est extraordinairement démunis par rapport à notre intériorité. Comment vivre mes pensées, comment vivre les émotions. On n'a pas appris ça à l'école. Sinon, j'aurais pas de travail si ça avait été fait. C'est en train de se faire. Hein. Il y a des programmes développés en collaboration avec le Dalai Lama dans lequel et ça se met dans plein de pays dans le monde. Je ne sais pas pour la France. En Suisse, il y a un premier projet pilote. C'est des types d'enseignement pour les écoles qui commencent depuis l'école primaire jusqu'à avant le bac. Et c'est tout un enseignement dans lequel on apprend aux enfants et aux ados et aux jeunes adultes à travailler avec leur intériorité,
à moduler leurs émotions, à entrer en contact avec l'émotionnalité et les conditions de l'autre. Voilà, il y a tout un processus qui se développe là-dedans. Mais nous, a priori, on n'a pas eu ça. Et donc, on est très démunis. On ne sait pas très bien comment vivre avec nos émotions et nos pensées. Et puis, l'inconvénient qu'on a, qui est un inconvénient majeur, c'est que nous, on peut se distraire très, très vite. On a tous des smartphones, on a tous l'accès à Internet et avec une capacité de distraction qui est constante. Il n'y a plus de temps d'attente, il n'y a plus de temps entre deux. Et en fait, il y a surtout la possibilité, à chaque moment d'inconfort intérieur, de vite aller cliquer et de se distraire. Et donc, on n'a plus l'opportunité de travailler avec nous-mêmes. Voilà, bon, je ne vais pas entrer trop dans des discours qui sont plus sociologiques, mais que je trouve quand même assez intéressant de nous remettre dans un contexte particulier par rapport à notre relation aux pensées. Maintenant, pourquoi s'intéresser aux pensées quand on s'intéresse à la spiritualité? On pourrait se dire après tout, ben, si on a des problèmes avec nos pensées, il faut aller en parler avec un psy pour régler les trucs du passé et puis après ça ira mieux. Mais même si on a tout réglé, alors on n'a jamais tout réglé, mais même si on a réglé suffisamment pour être bien en soi, dans nos relations et dans le monde, ce qui est quand même le but d'un travail psychologique, même si on est bien là, en fait, il n'en reste pas moins que nous sommes euh, fascinés par nos pensées et que c'est cette fascination par nos pensées qui fait que nous sommes tout le temps distraits par leur contenu. Et c'est cette distraction-là qui nous empêche de remettre l'attention dans ce que nous recherchons vraiment. Et c'est pour ça que dans toutes les traditions méditatives, il y a toute une réflexion et des pratiques pour pouvoir cesser d'être distrait par ces pensées et leur contenu et enlever ainsi le voile qu'elles viennent mettre entre nous et l'absolu que nous recherchons, le Dieu que nous aimons. Et ainsi, il y a beaucoup de techniques qui ont été développées pour pouvoir commencer à travailler cette texture intérieure, cette texture des cognitions, du mental, euh, pour pouvoir commencer à se diriger autrement à l'intérieur de soi et cesser d'être distrait par nous-mêmes. Je parlais avant de focalisation sur la pensée ou de fascination par la pensée. Je voulais aussi mentionner que je pense qu'on a, nous, occidentaux, un autre biais culturel qui est probablement nous rend plus difficile le fait de se libérer de nos pensées. C'est que nous qui avons grandi dans une culture individualiste et matérialiste, individualiste, c'est-à-dire où l'individu est placé au centre de sa propre existence, eh bien, nous avons été drillés, ça c'est depuis les baby boomers, et c'est quelque chose qui augmente d'une génération à l'autre, mais on a globalement été drillés à être intéressés par nous-mêmes. C'est-à-dire, on est intéressé à notre vie, comment on se sent, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Le moi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et ça nous paraît être une évidence. Et moi, c'est toujours un choc hein, quand je vous ai dit, j'ai plusieurs années travaillé plusieurs mois d'affilée en Inde et donc je voyais des patients. Et je trouvais toujours extrêmement difficile. J'ai dû réapprendre complètement mon métier. Hein. En travaillant en Inde, c'était pas du tout le même métier parce que euh, quand j'essaie de demander à mes patients, aux patients indiens de me parler de leur vécu intérieur, en fait, j'avais très peu d'informations. C'était très dur. Hein. Il y avait un langage qui était très peu différencié. Il y a des mots comme ça qui sont utilisés de manière très bateau, mais très peu d'élaboration. Voilà, je savais globalement ce qui se passait, mais très peu d'informations. Puis quand je rentrais en Suisse,
puis que j'envoyais mes patients, puis je demande à n'importe quel de mes patients et à vous et à tout le monde chez nous, parle-moi de toi, il n'y a aucun problème pour qu'il le fasse. Et pendant 1 heure, on peut parler de soi. Hein. Et puis j'ai vécu ça, et puis ça me fait penser ça. Hein. On a appris, hein. C'est un apprentissage culturel, mais qui est culturel, qui n'est pas du tout chez tous les humains et depuis tout le temps. Qui fait que oui, du coup, on a des discussions très intéressantes et une manière de travailler sur nous-mêmes qui est vraiment fascinante. Je n'ai rien contre. Je trouve ça merveilleux, mais sur le chemin spirituel, on est un petit peu euh, encombré par ça. Parce qu'on a une telle capacité à être fasciné par nous qu'on peut très facilement, encore et encore et encore, passer beaucoup de temps, même en méditation, à réfléchir à moi et à mon histoire. Est-ce que je veux? Est-ce que je suis devenue? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai rien? Tout ça. Tout ça. Je sais pas, je me mets à parler comme ça et je peux vraiment être un petit peu peut-être envahissante avec tout ce que je vous raconte. Est-ce qu'il y aurait des... Ça va? D'accord. Euh, Est-ce que là, sur ce que je vous raconte, il y aurait quelqu'un qui aurait envie de dire quelque chose, de faire un commentaire, de poser une question, ça vous évoque quelque chose? On peut aussi faire des petites... par rapport à ce thème, vraiment de recontextualiser la pensée et pourquoi ça peut être un thème important sur lequel s'arrêter en méditation. Est-ce qu'il y a... Est-ce que les gens simplement enlèvent leur micro pour parler? Vous faites comme ça? Ouais. Oui, Alain. Alors, on t'entend pas encore. Vous vous tutoyez ou vous vous voyez? Comment ça marche en France? En Suisse, tout le monde se tutoie, mais peut-être qu'en France, vous êtes plus poli que nous, je crois. Non, on tutoie aussi. Tutoiement, d'accord. Voilà, juste pour pas faire d'impair. Bon, j'ai pas à dire des choses très très compliquées, mais je trouve super intéressant de commencer par, avant de commencer à savoir comment on fait avec la pensée, d'avoir une idée de comment ça marche et de ce que c'est, et de sa place, effectivement, très très envahissante dans notre monde intérieur. Pour moi, c'est un début comment je peux dire, qui me rassure sur ce qui pourra venir après. Ok, tant mieux. Oui. C'est vrai qu'on a souvent besoin d'être rassuré par rapport à nos pensées, parce qu'une autre caractéristique, c'est que la plupart enfin, on se sent tous très seuls avec nous-mêmes. Mhm. Quand on a des pensées extrêmement douloureuses, généralement, on se sent seul avec souvent l'impression que c'est que nous qui vivons ça. Oui, Il oui, y a pas oui. une grande solitude. Je pense à, je sais pas si tu connais Baron Katie, Oui, qui dit il n'y a pas de pensée originale. exactement. Il y a Ouais. pas Ah, c'est joli ça, comme elle l'a dit. Ouais, j'aime bien. Il n'y a pas de pensée originale. On est tous envahis par le même type de peur, de pensée, de tout ça. Donc, cette manière de l'aborder, ça me va bien. Je suis curieux de savoir comment on fait avec ça dans la méditation, mais c'est un début que je trouve engageant. Voilà, c'est ce que je pouvais te dire. Et je te remercie. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci pour le commentaire. Et oui, j'aime bien que tu parles aussi de cette citation de Byron Katie sur le fait qu'aucune pensée n'est vraiment originale. Susan Swamiji, Amrita Rupananda Swamiji, que vous avez ceux qui l'ont rencontré en Inde, elle parle beaucoup. La manière qu'elle a parlé de ça, c'est de l'impersonnalité des pensées. En fait, que aucune de nos pensées n'est personnelle. Ça, c'est une manière très forte de travailler avec nos pensées. D'une part, dans le fait de réaliser que notre expérience humaine euh, d'un certain point de vue, elle est unique. Il n'y a que un de chacun de nous, où on est né, le nom qu'on a, la taille qu'on a, le matériel génétique, nos parents, notre histoire, les événements de vie. Hein. Ça, c'est unique. Hein. Et en même temps, on est tous faits de la même matière. C'est un petit peu comme chaque flocon de neige a une forme différente. Puis en même temps, c'est que des flocons de neige. Il n'y a rien de plus similaire d'un flocon de neige qu'un autre.
eh bien, notre vécu intérieur aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit souvent se rappeler, qui peut paraître étrange, mais qu'en fait, il n'y a pas tant de variations que ça dans ce qu'on se dit. Euh, Moi, j'avais l'expérience qui m'avait beaucoup surprise quand j'étais jeune médecin assistante je travaillais en soins palliatifs. Et puis, j'allais parler avec mon médecin-chef, je lui parlais des situations que je voyais. Et puis, très souvent, je commence. Donc, moi, je voyais le patient ou la patiente régulièrement. Puis, lui, il avait juste serré la main, regardé le dossier. Enfin, c'est moi qui connaissais ces patients. Et donc, je venais, puis je racontais, oui, ben, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Puis, souvent, il me coupait, puis il me dit, oui, puis d'ailleurs, c'est lui qui continuait. Il me disait, oui, probablement que ce patient, il doit penser ça, puis il doit ressentir ça, puis il doit vivre ça comme ça. Puis, c'était juste à chaque fois. Puis, je me disais, mais comment il sait ça? C'est moi qui vois le patient, je raconte juste deux, trois trucs, puis lui, il me fait toute l'histoire. Et puis j'étais en même temps assez admirative, puis aussi un petit peu frustrée comme ça, comment mince alors. Et c'est vraiment des années plus tard, quand j'ai aussi moi eu les années qui ont passé, et puis là ça fait bientôt 22 ans, 23 ans que je travaille comme médecin. Donc à force d'entendre des milliers d'histoires, pour finir, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. Et que c'est toujours unique, et en même temps, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est pas du tout une réalisation qui pourrait sembler limitante ou bien nous rendre moins merveilleux. C'est quelque chose qui peut être extraordinairement rassurant. C'est un thème, je ne pensais pas qu'on allait en parler ce soir, mais c'est un thème qui est développé dans la tradition bouddhiste et qui d'ailleurs s'enseigne. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans les hôpitaux quand je focalise la méditation sur les techniques d'autocompassion. C'est le thème d'humanité partagée. L'humanité partagée, ça parle de ça, c'est-à-dire qu'on est tous, chacun de nous, absolument unique et entièrement reliés, unifiés, universellement un seul être humain. Et ça, le fait de réaliser cette humanité partagée, de réaliser l'impersonnalité de notre vécu intérieur, c'est un moyen lorsqu'on s'en rappelle, d'une part, de sortir de la dramatisation intérieure dans laquelle on est souvent, et aussi de se relier, d'ouvrir le cœur et de se relier à toutes nos sœurs et frères d'humanité qui sont là aussi dans cette même peur de la perte, regret de l'erreur, souffrance de la trahison, jalousie, ressentiment, toutes ces émotions qui sont tellement difficiles, les pensées d'auto-dévaluation, de dévaluation, toutes ces pensées comme ça, extrêmement de culpabilité, toutes ces pensées tellement douloureuses. Et c'est une manière de se rappeler de ça, où ça ouvre notre cœur à l'expérience humaine. Et donc là, ça c'est déjà cette réflexion-là, on n'est pas même dans de la méditation, là, mais c'est quelque chose qui peut nous accompagner dans notre quotidien, quand tout à coup on est pris dans des mouvements intérieurs qui sont douloureux, avec ce sentiment de solitude et d'impuissance, c'est de se rappeler, là, maintenant, il y a des milliers de personnes qui vivent exactement la même chose que moi, en ce moment. Et de se relier à notre humanité, dans ce moment-là, on voit que là, du coup, la pensée douloureuse devient une porte d'entrée, une ouverture du cœur. Et ça, c'est une des nombreuses manières dont on peut travailler avec nos pensées. C'est lorsqu'on vit une pensée douloureuse, c'est de se relier à l'humanité entière pour réaliser ce lien qui nous relie. Et c'est aussi très rassurant parce que si tous les autres êtres humains, et depuis le début des temps, vivent des moments douloureux à l'intérieur d'eux et qu'ils s'en sortent, c'est que moi aussi, je vais m'en sortir. C'est très rassurant de savoir qu'il y a des gouffres intérieurs très douloureux chez chacun de nous et que la lumière peut jaillir avec ces gouffres, juste là. Donc voilà, merci pour l'opportunité d'une petite digression, Alain, sur ce thème de l'impersonnalité de nos pensées.
Je sais pas si quelqu'un aurait un autre. J'ai vu qu'il y avait des messages là, mais c'est plutôt les. Ah voilà, Byron Katie. Oui, oui. Bonsoir, Jean-Charles. Bonsoir, merci à Chemin de Chantilly pour l'organisation de cette soirée et merci pour votre présence, Dominique. Moi, c'est plutôt une petite anecdote que j'aimerais partager. Euh, Vous avez dit, et avec raison, qu'à partir de la génération des baby-boomers, on va commencer à s'intéresser au moi de façon peut-être plus accentuée, à mon ressenti, à mon vécu, à mes pensées, à mon implication, mon moi. Il y a cependant dans la vie religieuse, et ici je pense surtout en régime chrétien et presque plus catholique romain, toute une génération de religieuses et de religieux, mais je pense surtout aux femmes religieuses qui, à cette même époque-là, ont été usées et usées par le fait de ne pas penser à elles, justement. Oui. Alors, ce sont deux extrêmes, nous sommes d'accord. Mais à force de dévouement dans l'enseignement, dans les soins, dans la sollicitude envers les défavorisés, les démunis, etc., il fallait s'oublier. Et là, derrière, il y a toute une mystique un peu dévoyée, peut-être, ou qui s'est dévoyée au cours du temps, sur le s'oublier, hein, se donner, se donner. On retrouve aussi ça chez les mères de famille, quelquefois, et les pères de famille. Et arrivé à la retraite, pour prendre une image un peu caricaturale, arrivé à la retraite, eh bien, il y a un vide, il y a un gouffre. Je ne suis plus utile, je ne sers plus à rien. Euh, on peut voir ça aussi chez les grands malades, hein, ou les malades incurables, pour utiliser cette expression-là. Alors, je suis conscient que c'est un peu un extrême, mais je suis moins conscient, par contre, est-ce que ça se vit dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, cette espèce d'oubli de soi à tel point est tellement exacerbé que finalement, bah, ces religieuses-là, elles n'ont pas grand-chose à dire quand vous leur demandez ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu. Elles rigolent ou elles détournent délicatement la conversation en disant, mais vous savez, c'était comme ça, ou c'était dans l'air du temps, ou on nous apprenait que. Et, euh, et il y a aussi cet extrême-là, finalement, de tellement oublier ses pensées, de tellement oublier ce que moi je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Pas la supérieure ou pas le pauvre qui frappe à votre porte, qui est importantissime, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce que vous souhaitez à ce moment précis, vous? Et voilà, vos paroles faisaient écho à ça, Ouais, à ces femmes et à ces hommes. Alors, je connais ça surtout dans le domaine religieux, mais encore une fois, une mère, un père de famille peut vivre exactement la même chose. c'est vrai. Ou un chef d'entreprise aussi, d'une petite entreprise, qui s'est énormément dévoué dans sa menuiserie, dans son garage, etc., et qui passe la main. Et puis finalement, il se retrouve face à lui-même, face à un vide dont il faudra trouver une nouvelle présence ou une nouvelle habitation. Voilà. J'ai pas tellement de questions, c'est plutôt quelque chose qui a résonné en moi lorsque je vous ai entendu parler de l'Inde où les gens s'étaient un peu confus et n'avaient pas tellement tendance à parler d'eux, alors que nous, en Europe, enfin dans cette partie-ci du monde, on aurait plus tendance à s'épancher durant des heures sur, sur mon moi, quoi, mon ressenti, mon vécu, etc., etc. Ouais. Merci pour ce super rajout et angle de réflexion. Ah, on pourrait parler des heures de ce thème-là parce que c'est vraiment, et pour moi, ça reste une question. Quel est le juste temps à accorder à l'identité euh, sans que cela vienne à accorder à l'identité pour sa propre santé psychique et corporelle, sans que cela vienne limiter l'intensité d'une direction spirituelle. Pour répondre à votre question, le thème de l'abnégation, hein, le fait de s'abandonner, d'abandonner
sa volonté propre, ça c'est plutôt un langage chrétien, mais d'abandonner la référence d'un soi. Alors ça, c'est extrêmement présent dans les traditions hindoues et bouddhistes. Dans le bouddhisme, un des éléments principaux, c'est l'anatta, c'est le non-soi. Donc c'est la déconstruction d'une impression qui a une identité même. Donc on va détruire la représentation que l'on a d'une identité pour laisser jaillir un mouvement de compassion et de sagesse inhérent à notre être. Et puis dans l'hindouisme aussi, que ce soit dans les lignées dévotionnelles, donc c'est-à-dire qui parlent d'une vision duelle, donc qui s'adresse à un dieu ou à une déité, et bien là l'idée c'est d'une offrande constante qui va se rapprocher beaucoup de la tradition chrétienne, d'une offrande constante à Dieu de tout, de l'intérieur et de l'extérieur, que chaque mouvement, que tout soit rendu au divin. Et puis dans la tradition hindoue qui s'intéresse plutôt au chemin de la connaissance, la tradition hindoue, c'est ces deux chemins qui sont souvent mis en opposition, la dévotion et la connaissance. Dans le chemin de la connaissance, là c'est très similaire à un chemin bouddhiste. Il y a vraiment cette exploration qui va jusqu'à traverser tous les méandres de l'identité pour aller au cœur de notre être, qui n'est plus du tout cette identité relative qui s'intéresse qui a un corps, qui a une histoire, qui a des besoins. Et donc, dans toutes ces traditions-là, on va avoir tout un travail d'une déconstruction de l'identité et d'un travail d'abnégation fait différemment dans les différentes traditions, à des extrêmes très différents. La tradition hindoue, l'ascèse hindoue peut être extrêmement... être vraiment dans un déni extrêmement rigoureux. Moi, la nonne avec qui je passe beaucoup de temps, elle fait partie de cette tradition-là où les sadhus apprennent à vivre complètement en dehors de tout référencement personnel. Si on leur demande de parler d'eux, généralement, ils ne vont pas répondre. Alors, un animal le fait parce qu'elle est occidentale, mais généralement, ils ne vont pas vous répondre. Ça ne fait pas sens de parler d'eux. C'est pas là que ça se passe vraiment, mais c'est aussi des pratiques d'ascèse. Quoique le terme est mal traduit parce que en sanskrit, le terme pour l'ascèse, c'est tapas. Ça a été traduit comme ascèse. On a cette idée comme ça très douloureuse, d'un truc rigoureux et un peu rigide et triste. Mais tapas en sanskrit, et tap, c'est la chaleur. Donc l'ascèse, c'est ce qui crée de la chaleur spirituelle. C'est un très beau mot en fait. Et donc, ils ont des pratiques qui vont vraiment nier les besoins du corps, nier les besoins du psychisme de manière extrêmement rigoureuse. Là, dans l'ashram où je passe du temps, les gens se lèvent tous les matins, en 3 à 4 heures du matin, pour aller se baigner dans le Gange toute l'année. Il fait très, très froid, il neige en hiver. Les sadhus, souvent, ne mangent qu'une fois par jour. Traditionnellement, les sadhus, ils devaient mendier leur nourriture donc dans un seul bol, et puis donc tout est mélangé, les gens donnaient, tout est mélangé, donc c'est vraiment une sorte de le sucré, le salé. Puis avant même de manger, ils devaient prendre une bonne rassade, tremper leur bol dans le Gange, donc c'est vraiment absolument infâme ce qu'ils mangeaient, le goût. Et ça, c'est toutes ces pratiques qui sont là pour nier tous les besoins et les préférences et les goûts et les joies du corps-esprit. Puis on pourrait se dire, mais c'est affreux de vivre comme ça, et en fait... et en fait, quand c'est bien fait, quand c'est bien compris, quand c'est bien amené, quand c'est bien pratiqué, c'est des gens de lumière. C'est des gens qui sont justement plus jamais distraits par aucun de leurs besoins à eux et emplis d'une lumière présence d'une lumière présente, de la lumière intérieure, et tout est vu comme ça. Le goût n'a pas d'importance puisque c'est le mouvement du divin en lui-même. Le froid dans le corps n'a pas d'importance parce que c'est le mouvement du divin en lui-même. Voilà, mais ça c'est rare et ça peut être très beau. Et puis la question que je trouve pertinente par rapport à nous-mêmes, c'est nous on n'est pas de cette culture-là, en tout cas, et puis on vit dans un monde particulier. Et la question que je pense que moi je trouve relevante, en tout cas moi c'est une question que je me pose beaucoup, j'ai pas de réponse, c'est un processus, mais quel est l'équilibre qui fait sens dans le fait de suffisamment s'occuper de mon corps, de mon esprit et de l'environnement de vie dans lequel je suis, sans que cela devienne une préoccupation qui prenne plus de place que le désir de la rencontre intérieure,
que l'écoute de la volonté de Dieu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui reste très fluctuant. Et c'est peut-être... Donc, j'ai pas du tout de... Moi, j'ai pas de réponse là-dessus, j'ai juste la question. Et c'est une question qui, il me semble être intéressant de se poser individuellement. Ce que je pense, par contre, c'est que nous, on a tellement passé de temps à penser à nous-mêmes, à part les religieuses et les religieux et certaines personnes. Il y a des personnes qui ont des schémas d'abnégation extrêmement forts. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, hein, en termes de risque de cancer et des choses comme ça. Il y a des études qui montrent que l'abnégation, dans ce sens-là, peut être en fait mauvaise pour la santé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des schémas d'abnégation et qui peut être vraiment délétère. Mais je pense que si on n'a pas des schémas d'abnégation, on va plutôt être dans l'autre biais où on est en fait ultra, hyper préoccupé par nous-mêmes et que ça, c'est quelque chose qui peut, en tout cas pour moi, ça l'a longtemps été, qui peut être vraiment une distraction énorme. Mais voilà, après, chacun fait son examen de voir ça. Mais merci en tout cas pour le thème. Alors, je vois que le temps passe incroyablement vite. Est-ce qu'on fait déjà une première méditation? Parce que j'avais pensé vous proposer, en tout cas, deux méditations différentes sur des manières de travailler avec nos pensées. Il y en a il y en a pléthore. Mais si ça vous dit, on commence déjà avec une manière de faire. Oui. Ah, c'était un oui? D'accord, ok. Ok. Très bien. Alors, prenez un petit moment pour vous installer pour de la méditation. Trouvez la posture dans laquelle vous allez être bien. Et surtout que vous n'aurez plus besoin de bouger pendant les prochaines minutes. Si vous avez un inconfort ou des douleurs, vraiment trouvez une posture dans laquelle le corps ne va plus être un souci. Donc c'est moins dans le fait d'avoir une posture yogique très stricte que d'avoir une posture dans laquelle le corps pourra être oublié. Et donc installez-vous confortablement. Si à un moment donné vous avez besoin de bouger le corps parce qu'il y a un inconfort, n'hésitez pas à le faire. Et ça peut se faire dans l'assise, hein, sans du tout être dérangé. Et prendre un moment pour s'installer, ne serait-ce que dans le corps. On peut ressentir le contact du corps avec le sol. Si vous vous intéressez à ce contact-là, si vous deviez dessiner le contour du contact avec le sol, les pieds, les jambes, les hanches, et de s'installer quelques instants dans ce lieu-là où le corps est complètement posé. C'est un lieu de relaxation. Le corps est porté. Il n'a aucun effort à faire. C'est un lieu de confiance aussi. La terre est toujours sous nos pieds. C'est une des grandes stabilités de notre vie. Le fait d'être tenu. Prendre quelques instants pour ressentir le corps en entier et inviter le corps à se détendre. Est-ce que certaines parties qui sont restées contractées depuis la journée peuvent se relâcher? Toute la semaine accumulée, le corps est invité à se détendre, à s'alléger. Le ventre, les mains. Si on relâche un petit peu les doigts, c'est un symbole très fort
Les doigts, c'est la saisie, c'est faire. Relâcher les doigts, c'est le lâcher faire. Il n'y a rien à faire maintenant. On peut relâcher aussi le visage, un visage qui est souvent plein de petites contractions, souvent inconscientes, qui viennent exprimer nos émotions, notre vécu, et surtout créer un masque. Persona dans la Grèce antique, c'était le masque, c'est devenu le mot personnalité. Donc là, on peut relâcher le visage, relâcher le être quelqu'un. Prendre un petit moment pour laisser la respiration s'alléger, s'ouvrir, la laisser être complètement naturelle. C'est pas un exercice de respiration, c'est juste d'enlever les petites contractions qui peuvent limiter le souffle. Une respiration légère, fluide. On peut être présent à l'espace dans lequel on est, la pièce, les sons qui nous entourent. Et prendre un petit moment pour fermer la porte avec le monde du dehors, avec notre journée, notre histoire. Et la pratique que je vous propose de faire, c'est de mettre l'attention sur la conscience de nos pensées, mettre l'attention sur le mental, de s'intéresser au défilement de nos pensées. C'est une pratique pour apprendre à mieux connaître, devenir plus intime et plus conscient du mouvement de nos pensées. Et une manière de faire, c'est de choisir une pensée. Ceci est le mental, par exemple, et de venir le répéter, cette phrase, consciemment, en créant un petit espace pour observer c'est comment une pensée et c'est comment l'espace entre deux pensées. Et donc, ce qu'on va faire pendant quelques instants comme exploration, c'est chacun dans nos têtes nous répéter la phrase « Ceci est le mental »,« Ceci est le mental », en regardant la pensée, en regardant l'espace entre deux pensées. On devient curieux. En fait, c'est quoi? C'est comment? Donc déjà, juste quelques instants pour... vous pouvez choisir n'importe quelle autre pensée, hein, simplement même le mot pensée. Il faut juste décider de la pensée et puis la répéter avec des intervalles réguliers et intéressez-vous, devenez curieux. Tiens, c'est quoi? Et puis c'est comment le petit espace entre les pensées. On va prendre un petit temps chacun pour explorer ça.
Et posez-vous la question, dans quoi les pensées arrivent? Si elles sont là, c'est bien qu'elles apparaissent quelque part. Intéressez-vous, quand vous commencez à répéter la phrase, dans quoi ça émerge? Puis chaque fois qu'on termine la pensée et qu'il y a un moment de silence, elle se termine dans quoi, la pensée? Et finalement, si on s'intéressait à l'espace entre deux pensées, peut-être qu'on peut le prolonger un peu, mais observons le silence entre deux pensées. Peut-être pour certains d'entre vous, ce silence entre deux pensées ouvre à quelque chose qui est de l'ordre d'une profondeur. On parlerait de l'esprit à l'état naturel dans les traditions bouddhistes, l'esprit qui ne bouge pas, qui est dans un état de clarté et d'ouverture. On pourrait aussi parler de conscience ouverte, infinie. Entre chaque pensée, il y a une porte qui s'ouvre sur l'infinie présence. Peut-être relâcher maintenant toute pratique, prendre juste un temps de repos dans cette présence ouverte, accueillante. Laisser tout émerger sans résistance. Prendre un moment d'accueil dans ce qui est donné tel quel, un temps de repos. Ramener l'attention vers la respiration, ressentir le corps et son contact avec le sol.
et inviter à nouveau des respirations plus profondes. Et tout doucement, chacun pour soi, on va prendre quelques instants pour remettre du mouvement dans le corps et s'étirer avant de se retrouver tous ensemble. Voilà une première expérience brève d'une des nombreuses manières de... Vous voyez comme on peut jouer hein, avec la texture de la pensée. Je ne sais pas s'il y a eu des expériences particulières que vous aimeriez partager ou des questions qui sont venues. C'était possible de répéter la pensée, de l'observer, de voir l'espace entre les pensées. C'est en fait une pratique bouddhiste. Hein. En l'occurrence, une pratique assez avancée, mais je la trouve tellement... c'est vraiment un moyen d'entrer de manière très intime dans le rapport avec la pensée. Mais voilà, volontiers des retours s'il y en a, ou des questions, ou commentaires. Oui, Oui, bonsoir Myriel. bonsoir. Euh, Moi, j'ai été étonnée par l'idée de pouvoir observer observer où se situer, où se poser la pensée. J'avais jamais eu à faire cet exercice-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle se situait, voilà, j'ai bien identifié où elle se mettait dans un lieu de ma tête. C'était, c'était nouveau pour moi. Ouais. Et lorsque je l'ai laissée partir, j'ai eu une image d'eau, de mer, c'est-à-dire qu'elle partait dans de l'eau comme ça. Et c'est, c'est bien. Et c'est vrai qu'après, il n'y en a plus, il n'y avait plus de pensée. Donc, c'est bien. On a bien. Super, c'est beau cette image hein, de la pensée qui part dans l'eau. C'est très joli comme Oui, image. oui, une étendue d'eau. Et oui, ouais, oui, très bien. Merci. Merci. Super, merci. Donc là, oui, quand on s'intéresse à dans quoi la pensée émerge et dans quoi elle disparaît, en fait, là où ça mène hein, dans les traditions bouddhistes et hindoues, c'est de réaliser que c'est des mouvements dans la conscience. Et en fait, cette impression d'océan, hein, cette impression océanique, hein, c'est une manière de faire l'expérience de la conscience. Hein, le ciel de la conscience, un chitakasha en sanskrit, mais, ou bien ce sentiment d'océan. Et la pensée, effectivement, c'est un mouvement qui émerge et qui disparaît dans cet océan de la présence. C'est très beau comme expérience. Hein. Quand on commence à avoir ce genre d'expérience-là, ça devient magnifique d'être dans la méditation avec des pensées. Hein. C'est plus du tout, oh là là, encore j'ai des pensées. C'est non, waouh, en fait, les pensées viennent à un moment être un mouvement dans cette énorme présence infinie, un peu comme un courant d'eau dans l'eau qui vient tournoyer dans l'océan et qui disparaît après. Dans les traditions bouddhistes, ils parlent aussi des pensées comme un feu d'artifice dans le ciel. Hein. C'est quelque chose qui vient tout à coup euh, glorifier en fait l'étendue infinie du ciel avec une décoration. Hein. Donc merci hein, du partage, oui. Ouais. Je voudrais juste rajouter, personnellement, j'ai l'impression de sentir des zones différentes suivant les pensées. Oui, tu veux nous en dire plus? Dans, ben, dans, dans mon cerveau,
de sentir une zone différente de naissance, d'apparition, suivant le type de pensée. Si c'est une pensée agréable, désagréable, plus neutre, voilà. Oui, et là, alors tu fais le lien avec la pensée et le corps, et donc là, on arrive au Oui. niveau émotionnel, hein, chaque stimulus, chaque perception, puis tu as utilisé positif, négatif ou neutre, donc peut-être que tu viens d'une tradition bouddhiste, où, hein, c'est les trois caractéristiques hein, de chaque élément, hein, c'est soit vécu comme toute perception, soit positive, négative ou neutre. Et donc les pensées aussi, hein, il y a des pensées qui sont agréables, inconfortables ou neutres. Et puis là, généralement, ce sentiment-là va être accompagné d'une perception corporelle. Et ça, c'est le point de départ de toutes les émotions, en fait. Hein, c'est des perceptions corporelles aussi. Joli comme expiration, ouais. Ouais. C'est lié Merci. oui. Santé liée à l'émotion, effectivement. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et on peut vraiment affiner hein, cette perception-là. Quand une pensée se charge d'une émotion, il y a une sensation corporelle qui va avec. Enfin, les trois sont liés, hein, pensée, émotion et corps. Hein, c'est généralement ce qui fait la marque d'une émotion, c'est qu'il y a un ressenti corporel. Et on peut comme ça devenir très explorateur hein, à l'intérieur de nous. Tiens, cette pensée, elle va activer ce genre de vécu émotionnel, enfin, ce genre de ressenti corporel. Et c'est pas du tout de s'intéresser à ça d'un point de vue psychothérapeutique pour aller comprendre pourquoi c'est là et tout ça, mais c'est juste de voir ces mouvements. Alors, il y a une sorte de flux, hein, et ça, ben, c'est voilà on est fait essentiellement d'espace vide. Hein, il y a des atomes, il y a des électrons, des atomes et tout ça, mais il y a surtout de l'espace vide dans tout ça, et puis il y a de matière dont on ne sait même pas très bien de quoi elle est faite, parce qu'il y a toujours des choses plus petites qu'on découvre. Enfin, il y a que 4% de la matière visible qui est de la matière, le reste, c'est de la substance noire et de l'énergie noire. Enfin, il y a ce mystère hein, de la matière. Et donc, il y a une sorte de flux comme ça, intérieur, dont on peut devenir conscient. Et c'est une jolie porte d'entrée par les pensées et l'émotion. Merci pour le partage. Peut-être certains d'entre vous avaient été intrigués par cet espace entre de pensée. Là, le moment où quelque chose s'arrête, hein, le mouvement s'arrête, le mouvement intérieur s'arrête. On a souvent cette idée que bon, je pense donc je suis, hein, mais en fait, entre deux pensées, il n'y a pas de pensée et pourtant je suis. En fait, je suis encore plus qu'habituellement. Il y a une certitude de l'être qui est bien au-delà d'un mouvement de pensée. Et le fait de plonger, hein, ça c'est le fait de s'intéresser à cet espace entre deux pensées, c'est un moyen d'entrer en contact avec la conscience dans laquelle la pensée émerge. Hein. On s'intéresse au canevas sur lequel le tableau est fait. Hein. Il y a une calligraphie qui est faite sur une page blanche. Quand on s'intéresse à l'espace entre deux pensées, on s'intéresse à la page blanche sur laquelle la calligraphie est dessinée. C'est une porte d'entrée. Hein. Alors, pour les bouddhistes, c'est sur la texture de la pensée comme faite par la conscience hein, dans certains enseignements bouddhistes. Et sinon, c'est une très belle pratique dans le shivaïsme du Cachemire, hein, dans le Vikyan Bhairava Tantra, pour ceux qui est intéressé par cette tradition. C'est ce texte du shivaïsme du Cachemire qui répertorie, je pense qu'il y a en tout cas 140 types d'entrées, de portes méditatives. Et donc là, il parle de Shiva et de Shakti. Hein. Shiva est comme étant la représentation de l'absolu, hein, de l'immobilité absolue, donc contenant tout le possible, et Shakti étant la manifestation sous forme de création, les deux n'étant qu'un. C'est très très beau. Et donc une des méditations, c'est de justement s'intéresser à l'espace entre deux pensées, l'espace entre deux souffles, l'espace entre deux et de plonger dedans. Et comme un moyen pour plonger entre deux manifestations de Shakti, pour plonger dans l'absolu de Shiva. C'est une autre manière de parler de cet espace entre deux pensées qui est une porte d'entrée vers quelque chose qui est de l'ordre de l'illimité, du lumineux et de l'illimité, de l'indescriptible et pourtant du certain.
Donc ça, c'est une manière, parmi plein d'autres, de travailler avec les pensées. Est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse une autre? Alors, on va complètement faire autre chose. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les traditions spirituelles. C'est le fait qu'on peut s'intéresser à la pensée, non pas pour la comprendre, non pas pour l'arrêter, non pas pour s'en libérer, mais pour en générer des belles. Ça, c'est quelque chose que Nanima m'avait vraiment encouragée à faire. Elle me disait, dans la tradition hindoue, les gens, depuis la petite enfance, dans les écoles, hein, ils apprennent des textes par cœur. Hein. Quand c'est des enseignements védiques, hein, maintenant dans les écoles normales, c'est plus comme ça. Mais traditionnellement, les gens apprennent les textes par cœur. Donc, ils ont ce répertoire énorme de textes appris par cœur. Et puis, encore une bonne partie du temps, ils vont lire et relire et relire. Hein. Il y a tout ce qui s'appelle le pat en sanskrit. C'est des pratiques spirituelles dans lesquelles la personne s'engage à faire des récitations, à lire des écritures, un chapitre, la Bhagavad Gita en entier. Enfin, voilà, et c'est souvent des heures et des heures de lecture, hein, de récitation. Le swami de l'ashram de Nanima, le moine qui vit là, qui a plus de 80 ans, lui, en fait, vous voyez, tout le temps en train de lire, tout le temps en train de réciter, en train de réciter. Bon, il s'est bossé à 3 heures du matin, voilà, il y a des pratiques très, très intenses. Mais en fait, une bonne partie du temps, il récite, il lit. Et elle me disait qu'une des raisons pour laquelle il y a autant d'importance donnée à la lecture et à la récitation des textes, bien sûr, c'est parce qu'il y a tout cet attrait de la connaissance et de la sagesse, hein, qui peut amener à un éveil, mais c'est aussi beaucoup pour le fait de mettre des belles pensées dans notre esprit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a énormément de souplesse en fait dans notre esprit, et on peut enseigner à notre mental à se rediriger vers de moins en moins de pensées auto-référencées, des pensées qui parlent des problèmes, de moi, du monde, de ce qu'il y a à faire, de ce que je veux, hein. On peut apprendre notre esprit à se rediriger vers des belles pensées. Et ça, il y a une explication en neurosciences, hein, dans ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça, je trouve ça très utile aussi. Ça, juste un petit détour de nouveau par la neuroscience, mais on sait que notre cerveau, il est plastique. Et de dire que notre cerveau est plastique, ça ne veut pas dire que c'est du plastique du tout, hein. Ça veut dire qu'il est malléable et que quand on fait quelque chose de manière répétée, le cerveau et les cellules dans le cerveau, elles ne divisent pas. Hein. On a un certain nombre de neurones et puis il n'y en a pas plus. Mais les neurones, c'est des câblages électriques. Et puis au bout de ces câblages électriques, ils peuvent faire plus de câbles électriques, comme des petites brindilles d'un arbre qui fait plus de brindilles. Et en fait, quand on fait une activité répétée, si on se met à jouer du piano, eh ben, la partie du cerveau pour la sensibilité des doigts va commencer à faire des câblages électriques en plus. Hein, le cerveau est plastique, il produit des interactions électriques et du coup, on devient de plus en plus agile avec nos doigts. Et ça, c'est vrai pour la motricité, c'est vrai pour l'apprentissage des langues, c'est vrai pour tout ce qu'on apprend, et c'est vrai pour notre manière d'être dans notre esprit. Quand on fait de la méditation, selon le type de méditation qu'on fait, on peut voir avec des appareils, on peut voir les modifications du cerveau qui va se développer, hein, et ça change selon le type de méditation qu'on fait. Mais quand on pratique certains styles de méditation versus un autre, le cerveau va développer vraiment de la matière. On peut observer ça. Et donc, notre cerveau est plastique. Et ça, c'est une manière scientifique de dire que quand on pratique, ça marche. La répétition, le fait de revenir, hein, c'est d'ailleurs la réponse. Je vous ai parlé avant que quand Arjuna, le guerrier, demande à Krishna, mais comment je peux faire? Moi, je suis envahi par mes pensées. La réponse qu'il lui donne, hein, c'est oui, effectivement, c'est dur, mais si tu pratiques, il y a 2 choses qui vont te permettre d'y arriver. Abhyas et Tyaga, c'est la pratique et le renoncement. Mais la pratique, hein, le fait de faire encore et encore et encore, et ça va avoir un impact. Et ça, maintenant, on le sait en neurosciences, on le voit bien. Et donc ça, moi, je trouve
très beau de savoir ça parce que ça veut dire globalement que quel que soit votre paysage mental habituel, certains de nos paysages mentaux sont très sombres. On a souvent des habitudes mentales. Hein. On en parle de pensée automatique dans le type de psychiatrie que je fais. On a tous des pensées rébarbatives, elles disent toujours la même chose. C'est un peu comme des vieux disques rouillés. On a tous nos vieux disques rouillés habituels, souvent très inconfortables. Et en fait, avec cette idée de ce qu'on sait des neurosciences, en fait, on peut remplacer, on peut transformer. On peut vraiment habiter à l'intérieur de nous complètement autrement. Et ça marche. Et comment on fait? Eh bien, on apprend à remplacer. C'est Nanima qui me disait, comment est-ce qu'on fait si on a un verre plein de vide? Comment est-ce qu'on fait pour enlever le vide du verre? Eh bien, on le remplit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remplacer le vide de nos pensées sombres, inutiles, douloureuses, répétitives, ennuyeuses? Eh bien, on remplit l'esprit avec de belles choses. Et ça, on le retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Hein. Les chrétiens, les musulmans, tous, on récite, on fait des prières, on parle, on met des belles choses. Hein, la Lectio Divina, on met des belles choses dans notre esprit. Et ça, si on n'est pas religieux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire du tout. Simplement, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Mais on a tous la possibilité d'avoir des belles pensées en nous. Quand j'anime des méditations, moi, j'ai aussi des gens qui viennent me voir qui sont laïcs, athées, peut-être très en révolte contre toutes les traditions. Mais c'est complètement égal parce qu'il y a plein de belles pensées. Prenez un beau poème. Ou un beau mot, et c'est ce qu'on va faire maintenant dans la méditation que je vais vous proposer. Mais on peut s'encourager à revenir le plus souvent possible dans nos journées. En fait, c'est utile quand de penser? Ben, il y a des moments où c'est important de réfléchir. Si je dois prendre le temps, il faut que je regarde l'horaire, il faut que je prenne un billet, il faut que j'anticipe. Hein. Il y a des moments où c'est très utile de penser. Mais sur une journée, si vous enregistriez vos pensées sur une journée, puis que vous les écoutiez, ce serait d'un ennui mortel déjà. Et puis en fait, il y a très peu de pensées utiles. Et donc, les pensées qui ne sont pas utiles, pourquoi pas les remplacer avec quelque chose de beau? Pourquoi pas apprendre des belles phrases ou avoir un mot, c'est ce qu'on va faire maintenant, et puis y revenir pour habiter notre intérieur, décorer notre intériorité de mots qui viennent embellir, nous rappeler à l'essentiel, nous faire vivre quelque chose. Et là, ça devient une pratique constante. Hein. Moi, j'ai toutes sortes de prières, de phrases, de mots, d'apprendre des phrases par cœur, hein, pour ceux qui aiment les écritures, hein, d'apprendre des versets par cœur, et d'avoir une sorte de répertoire intérieur de très belles choses qu'on va piocher comme ça. Et donc là, la méditation que je vous propose, peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est en fait c'est ces allers-retours hein, entre les traditions occidentales et orientales, mais peut-être certains d'autres vous connaissez l'oraison du silence intérieur de Father Keating. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un moine, il est décédé maintenant il y a quelques années, c'était un grand moine bénédictin américain de la lignée de Thomas Merton, peut-être que lui vous connaissez mieux. C'est de ce même lignée-là, de ces moines et de ces prêtres chrétiens qui se sont intéressés aux pratiques orientales pour pouvoir revisiter une autre manière d'entrer en contact avec Dieu, une autre manière de prier. Donc cette oraison du silence intérieur qui est très inspirée des traditions bouddhistes et hindoues, où on va répéter hein, dans la tradition, ces deux traditions, on va répéter des mantras. Hein, dans la tradition hindoue, énormément à la répétition de mantras. Souvent, c'est des répétitions de mantras des quantités impressionnantes hein, dans le bouddhisme tibétain, dans les pratiques préliminaires, pour pouvoir avancer dans les pratiques d'après, hein, les ngondro, eh bien, on doit répéter, entre autres, 100 000 récitations de mantras. Hein, donc, les gens comptent, hein, 100 000 répétitions de Om Mani Padme Hum. C'est souvent celui-là qui est proposé, mais il y en a plein d'autres. Chez les hindous aussi, hein, la répétition de mantras. Dans l'ashram de Nanima, il y avait un jeune
homme qui hésite, voilà, qui est entre une vie spirituelle ou pas, il ne savait pas encore, mais lui, il s'était engagé à une pratique de récitation de mantra qui lui avait été donnée par un maître, et ça va lui prendre, parce que je pense qu'il est toujours en train de le faire, et donc il récitait les mantras entre 6 à 8 heures par jour, et ça allait lui prendre, je ne sais pas, 7 ou 8 ans de récitation de mantra. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des exemples hein, de ces traditions-là. Mais dans la tradition de Brother Keating, d'ailleurs il a été traduit en français, hein, si jamais, c'est L'oraison du silence intérieur, c'est magnifique. Il fait d'abord toute une explication en fait de la tradition méditative depuis les pères du désert, mais bon, probablement que vous savez beaucoup là-dessus déjà. Mais après, la proposition, c'est de choisir un mot. Et là, vous allez chacun choisir un mot, un beau un mot qui, pour vous, ouvre quelque chose euh, qui est de l'ordre du beau, du divin, de la lumière, un mot comme un doigt qui pointe vers la lune. Donc, on ne choisit pas un mot en négation, donc on ne dirait pas plus de conflit, hein, on dirait paix. Choisir un beau mot. Et ce qu'on va faire, je vous explique, on le fera après ensemble, mais c'est qu'on va utiliser le mot comme un ancrage. Il y a cette métaphore hein, dans la tradition hindoue que quand un éléphant traverse un marché, avec sa trompe, il va prendre à droite, à gauche, puis il va tout déranger le marché. Et si on veut que l'éléphant traverse le marché paisiblement, il faut lui donner un bâton qui tienne avec la trompe. Puis comme ça, il traverse le marché sans rien venir faire. Et donc, c'est la même chose en nous, hein, d'avoir un mot, c'est le bâton pour notre trompe. Comme on a ce mot-là, on n'en a pas d'autre. Mais la beauté de cette pratique, c'est que c'est pas juste un mot qui nous ancre. Alors ça fait ça, mais c'est un mot qui nous ancre mais qui crée un mouvement. Hein, quand on répète un beau mot, c'est un peu comme d'amener vers soi une fleur. Il y a un parfum après le mot. De la même manière que le silence après un morceau de Mozart, c'est encore du Mozart. Eh bien, le silence qui suit un beau mot contient encore quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de ce mot. Donc, avant qu'on s'installe, choisissez un beau mot ou une phrase très courte. Si vous avez un poème favori, que c'est juste une phrase, ça vous pouvez aussi. Mais un beau mot. Et puis, on va se réinstaller confortablement. Prendre quelques instants pour honorer une posture du corps prête à l'accueil. Le corps, c'est le temple dans lequel on s'installe pour méditer. C'est un lieu sacré. Donc, de prendre soin dans l'installation, de la même manière que on aurait envie d'aérer, de dépoussiérer et de mettre une belle fleur et allumer une bougie dans un lieu sacré. Installer le corps un peu comme vous préparez un sanctuaire, un hôtel. Contact avec le sol, le corps qui se relâche, le souffle qui s'ouvre. Devenir présent à l'endroit dans lequel vous êtes, les sons qui vous entourent. Tout est bienvenu. Tout est bienvenu et la porte se referme. On sort du monde, de son mouvement et de notre histoire pour s'installer dans la chambre intérieure.
Et une fois installé, inviter la répétition de ce mot. Il y a plusieurs manières de le faire. Si le mental est très agité, si vous vivez des émotions inconfortables et intenses, utilisez l'ancrage du mot un peu comme un mantra et répétez-le de manière un peu rapprochée, de manière à couper toute possibilité de s'engager dans d'autres pensées. Donc si le mot était silence, ce serait silence, 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 quelque chose d'assez répété. Mais progressivement, et si ce n'est pas nécessaire, s'il y a suffisamment de présence stable maintenant, explorer le mot comme une note de musique dont on écoute l'écho. Et dans ce cas, ce serait plutôt silence. Silence. Avec des répétitions occasionnelles. Et d'être attentif à aucun moment ne chercher à faire quelque chose d'autre. Le mental aime comprendre, décrire, anticiper. Et donc, on n'est pas du tout à vouloir parler du mot, sur ce qu'il veut dire, sur ce que ça veut dire sur nous. Hein, on n'entre dans aucune conversation. C'est juste ce mot et le silence qui le suit, le parfum qui est résiduel. Et on va chacun pour soi explorer cet ancrage avec le mot. À n'importe quel moment, si on est distrait, qu'à cela ne tienne, on revient, on reprend la pratique. Il n'y a pas besoin de se juger pour ça ou d'avoir des commentaires. Si on est parti, c'est pas grave, on revient encore et encore à ce beau mot. Revenir avec douceur, toujours et encore à ce mot.
et d'observer l'ambiance intérieure. Devenez attentif à la puissance de ce mot à transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Comment c'est d'être comme ça, d'être cela, de se laisser entièrement habiter, toucher, imbiber. De ramener à nouveau l'attention dans la respiration, dans le corps assis, et d'inviter des respirations plus profondes. Quel est le ressenti du corps après cette expérience de ce mot? Comment est le souffle? Puis on va à nouveau, chacun pour soi, prendre quelques minutes pour des respirations profondes et s'étirer, revenir ensemble dans le groupe, chacun pour soi. Voilà, j'espère que vous avez eu des belles expériences avec vos mots. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose sur cette pratique, sur ce que vous avez expérimenté? S'il y a une question là-dessus, c'est assez facile à faire. Oui. Je vois que l'heure a quand même bien avancé. Euh, il y aurait encore plein de magnifiques techniques, mais je vous propose que pour les techniques, on arrête là et qu'on prenne peut-être un temps d'échange, de questions. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de quelque chose avec tout ça? Encore un moment? Je voulais juste dire que c'est une très belle expérience et en même temps, c'est comme si le beau mot que je me répète, à un moment donné, les pensées viennent quand même par-dessus, comme s'il y avait deux pensées en même temps. Ce mot en toile de fond, comme quand je récite des mantras, et puis malgré ça, des pensées qui viennent quand même se greffer, des pensées parasites. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent.
Et puis, on peut travailler avec ça de manière différente. On peut soit se dire, ce que j'aimerais, c'est vraiment bloquer, travailler avec ce mot pour bloquer toute pensée discursive et donc m'efforcer de vraiment mettre plus d'attention. En fait, c'est une question de focalisation, plus d'attention sur le mot pour qu'aucune autre pensée vienne. Ce serait une manière de faire, mais il y aurait aussi une autre manière qui est de dire que si on est dans ce mot et dans l'expérience de ce mot, puis qu'il y a des pensées qui viennent, mais on n'entre pas en relation avec elles. Elles viennent juste dire, ah, il y a une voiture, j'aime bien ça. Mais qu'il n'y a pas de, ah, il y a une voiture, j'aime pas les voitures, d'ailleurs ça fait de la pollution, puis quand je pense, tu vois, il n'y a pas de suite de pensée. Et on pourrait se dire que c'est OK. Tant qu'il n'y a pas une, qu'il y a le mot qui est dit, puis que derrière on est en train de réfléchir à nos courses qu'on va faire demain, et que là on est dans une discussion avec la pensée. Là on est sorti de la pratique. Mais on peut très bien avoir une pensée, enfin, travailler avec notre pensée comme ça. Puis de temps en temps, il y a peut-être des petites pensées qui viennent comme ça, mais c'est pas tellement, ça n'a pas d'importance. Donc on peut travailler, on peut choisir comment on travaille. Dans la première, c'est d'apprendre, et ça demande un tout petit peu d'effort, mais il y a des moments où on peut vraiment dire à notre esprit, on se tait. Un petit peu comme, des fois on dit à un enfant à table, non, pas maintenant, c'est pas le moment de parler là. Si on est en train de regarder un beau film au cinéma, puis que vous êtes un enfant que vous aimez bien, puis juste au moment le plus important du film, l'enfant dit, ah, je veux absolument une glace, vous allez dire, non, pas maintenant. Non. Donc on peut apprendre à être ferme, bienveillant, on serait très bienveillant avec cet enfant, mais ferme, non, pas maintenant. Et ça, on peut vraiment apprendre, et c'est, je pense, très utile de pouvoir avoir cette relation avec notre mental où on lui dit, chut, pas maintenant. Et c'est comme ça. De la même manière qu'on éduque un enfant. Mais l'autre manière qui serait d'accepter qu'il y ait des pensées discursives, mais dans lesquelles on n'entre pas, ça, je pense que c'est une relation encore plus belle et plus profonde, où on cesse de s'identifier aux pensées et où on peut les laisser un petit peu comme un bruit de fond. Enfin, je sais pas, moi je suis ici dans un appartement à Genève, j'entends un peu les voisins, j'entends un peu le trafic, là je suis chez une amie, mais ça ne me dérange pas du tout, c'est là, mais ça n'a aucune importance. Et nos pensées aussi peuvent avoir cette place-là, elles peuvent être là et ne dérangent pas. Et donc là, on voit que selon comment on travaille en méditation, on va développer des aptitudes très différentes, et tout est juste. Donc là, ce serait à vous de voir, en fait, là, dans cette pratique. Est-ce que je préfère intensifier mon travail avec le mot pour vraiment apprendre à ne plus avoir pensée parasite pendant un certain moment? J'aimerais développer ça. Ou bien est-ce que je tolère ces pensées parasites dans la réalisation que c'est juste des brouhahas qui n'ont impersonnels, qui sont juste là, le mental, il fait son truc, il fait son taf, mais moi, je ne suis pas prise par. Et ces deux types de liberté intérieure qui sont tout autant essentielles que belles. Et voilà, pour moi, ça c'est là, on est au cœur quand on parle de pratique méditative, pour moi, c'est là que c'est absolument magique. C'est que dans chaque manière qu'on a de pratiquer en méditation, on peut ouvrir, explorer d'autres portes tellement belles, tellement précieuses. Et c'est jamais faux, c'est simplement de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je ne sais pas si ça élabore un petit peu sur votre commentaire. Oui, oui, tout à fait. Merci. Ce qui me ramène aussi par rapport au mot choisi, c'est quelque part la sensation liée à ce mot, Oui, le sens, la beauté du mot. Et donc ça, c'est plus fort que les pensées oui, qui viennent. Et c'est comme une encre, ça, c'est oui, fatal à ce que ça me fait ressentir et oui. l'importance de ça. Ouais. Oui, alors magnifique que tu aies ressenti ça. Puis c'est justement ça, d'où l'idée, si ça parle, de se dire, mais en fait, pourquoi pas vivre de plus en plus comme ça? Pourquoi ce serait juste pendant la méditation? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de plus en plus du quotidien, quand on passe l'aspirateur, quand on marche vers la voiture, quand on se brosse les dents, il y a plein de moments où ça pourrait être des temps de célébration. Mm. Il n'y a pas besoin d'aller dans un temple ou dans une pratique méditative. On peut à chaque moment, comme ça, quand on se réveille la nuit pour aller aux toilettes, n'importe quel moment, on peut devenir un temps où tout à coup on enclenche. Et quand on le fait, vraiment, ça se développe comme ça devient une habitude. Ça devient une activité par défaut.
Il y a des pensées comme ça qui s'enclenchent, qui sont très belles. Et puis, pourquoi pas, du coup? Merci. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un va encore dire quelque chose. Ça commence à faire tard, là. Euh, Peut-être encore une personne, et puis après, on arriverait à clore. Alors, je propose qu'on prenne peut-être un petit temps pour s'ancrer et terminer ensemble ce temps de partage. Je vais simplement vous guider la manière que moi j'aime bien faire. Voilà, c'est volontiers si vous voulez me suivre ou faire complètement autrement si vous avez une autre manière de conclure votre. euh, Mais c'est beau de terminer en conscience un moment qui a été dévoué à la profondeur. Et donc là, juste de se réinstaller en assise brièvement, un temps pour s'installer confortablement dans le silence, dans la présence. Et peut-être de se laisser toucher par le grand cadeau que nous recevons, que nous avons reçu ce soir, celui de ces enseignements transmis d'humain à humain depuis le début de l'humanité, ce cadeau généreux que les humains aiment se faire à parler et partager ensemble au sujet de ce qui ne peut être dit, et de laisser peut-être émerger en soi cette gratitude d'un cadeau toujours renouvelé. Et peut-être que cette expérience de gratitude amène à l'envie de pouvoir partager. Et si vous voulez invoquer peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou une personne ou des groupes de personnes que vous ne connaissez pas, ou peut-être l'humanité entière, peut-être un temps pour partager, offrir un peu du cadeau reçu pour d'autres frères et sœurs humains. Finalement, de terminer ce temps que chacun de vous a pris pour venir célébrer un instant le mystère de la vie, de prendre quelques secondes pour faire terminer avec un mouvement, avec un geste qui viendrait symboliser tant la gratitude et l'offrande que la fin de votre pratique. Chacun pour soi, et c'est égal, peut-être un geste que vous faites tout le temps, peut-être un geste nouveau qui vous surprend, et qu'on puisse chacun d'entre nous terminer avec un geste. Et puis moi, je vous remercie beaucoup déjà pour l'invitation, Claire, à pouvoir rencontrer tant de belles énergies et de présences lumineuses. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur et une joie. Et puis merci à tous pour l'inspiration partagée. Et je sais pas, on termine comme ça, Claire, ou bien comment? Bien,
j'ai pas trop envie de fracturer le silence, mais quand même, je dis que Ah oui, tu voulais nous dire quelques événements qu'il y avait bientôt. oui, mais avant ça, je voudrais que tu nous dises où on peut te rejoindre parce que je sais que tu proposes des méditations sur lesquelles on peut se joindre Oui, en visioconférence assez régulière et ce serait super que tu nous redises ça et même l'écrire si c'est compliqué, si c'est des liens, voilà. Est-ce oui, que- donc en fait, il suffit d'aller, j'ai un site internet, dominiquecassidy.com. Mhm. Et puis là, vous pouvez vous inscrire, j'ai une newsletter. Et puis, vous recevez du coup la newsletter que j'envoie quand je suis en Suisse, et ça va être le cas jusqu'à la fin de l'année. Je propose des méditations les lundis et les mercredis soirs de 8h à 8h45. Vous recevez le lien. Généralement, j'envoie un thème ou un petit texte ou une réflexion de la semaine et puis on va broder là-dessus. C'est des groupes ouverts, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de me dire, il n'y a pas besoin de mettre la caméra si vous ne voulez pas être vu. C'est des temps qui sont offerts. Il y a possibilité il y a un lien pour faire une offrande à l'hospice, à Ganga Prem Hospice, pour ceux d'entre vous qui tout à coup auraient l'impulsion de vouloir continuer le partage. Et puis voilà, généralement, c'est 45 minutes. Il y a 10-15 minutes où je parle du thème proposé. Et puis après, c'est une méditation guidée que j'enregistre une fois par semaine et puis qui sont après accessibles sur une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, je fais absolument pas de pub, c'est que les personnes du groupe qui ont accès. Mais vous pouvez aussi accéder, et je crois que c'est Satsang avec Dominique Cassidy. J'ai volontairement choisi un truc que personne va trouver. Mais donc là, il y a pas mal de méditations enregistrées qui viennent de ces temps-là. D'accord, super. Et vous êtes toutes bienvenues. Merci, ouais, c'est bien. Donc, c'est bien le soir, hein, 8h. Oui, 20h, 20h, ouais, 8h, 8h45 le soir. Oui, merci de préciser. Super, super. Ben, merci. Voilà, on te retrouve et ça fait du bien parce que tu as cette profondeur et puis ce don, hein, ce don pour parler de l'intériorité. Alors, merci, ça fait vraiment du bien. C'est Bah, beau. tant mieux, merci. Ouais. À propos de Dominique, on a prévu une journée en présentiel avec Dominique à la Bâtie-Montgascon au mois de mai, le 18 mai, c'est ça, Christine? Le 24. 24. Enregistrer les bonnes choses, voilà, le 24. Mais on en discutera peut-être. Peut-être qu'on peut prévoir entre ces deux points un autre rendez-vous comme on vient de faire, parce que voilà, si pour toi tu as du temps, voilà. Donc on en parlera après. Mais ouais, Oui, très volontiers, très volontiers. ouais, ouais. C'est un plaisir. Donc merci aussi à tous ceux qui sont venus là en défricheur, parce que c'était une nouvelle proposition et c'est jamais évident de se lancer. Puis on a l'impression qu'on a entendu beaucoup de choses sur la méditation, mais malgré tout, eh ben voilà, il y a quelque chose d'important là qui se joue. Merci. Voilà. Donc moi je vais juste vous dire que les prochains rendez-vous des chemins de Chantilly, il y a une très belle rencontre qui approche, qui sera le 29 décembre, 30 décembre et 1er, non pardon, 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre à l'Arche de Saint-Antoine-l'Abbaye. Une session sur le Vedanta selon le Yoga Vashishta. Et Oh. je suis très heureuse qu'on ait cette proposition parce que c'est un texte magnifique et il va être amené, présenté euh, par quelqu'un aussi qui a tout un parcours, qui a été longtemps, on va dire, instructeur ou accompagnateur dans l'ashram d'Arnaud Desjardins et qui s'est engagé dans le sanskrit pour pouvoir traduire ce texte. Et donc maintenant, voilà, il est en train de petit à petit traduire des morceaux. Et donc, il a une grande pratique de méditation et d'accompagnement spirituel. Donc, voilà, c'est bien de venir, quoi. Là, c'est en présentiel. Et puis voilà, toute la suite de notre programme, elle est en train, on est assez en avance cette année parce qu'on nous a demandé très tôt nos informations. Le site est mis à jour. Moi, je vais proposer une
une vidéoconférence le 8 décembre. Donc, c'est pas nous, les chemins de chantier, qui l'organisons, et c'est Solars, c'est-à-dire c'est Fabrice Blé, en fait, et son site de théologie en ligne. Et ça sera une vidéoconférence sur l'Ayurveda comme pratique spirituelle de guérison. Donc, donner cette dimension, voilà, à quoi c'est relié voilà, d'où ça nous vient et en quoi c'est une connaissance vraiment inspirée. Voilà. Donc ça sera le 8 décembre le soir. Et puis après, un voyage en Inde se prépare et pour février et ensuite plein de beaux programmes aussi à l'Arche et ailleurs. Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce qu'il y en a beaucoup, mais allez voir le site de temps en temps, il y a plein de choses. Bon, j'ai assez parlé. Moi, est-ce que tu nous dis un dernier mot, Dominique? Bon, à part que j'ai trop envie de venir à ce truc là sur le yoga Vashishtha. Ah, ce serait un grand honneur et un Non mais plaisir. non mais je suis pas là. Mais j'étais là, mince, ça a l'air trop bien. Ouais, C'est c'est vraiment vraiment ce que vous faites. Ah super, ça va être super. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et puis, ben voilà, c'est un texte que quand ceux qui sont partis avec moi en Inde, c'est le texte que commentait tous les jours notre cher Swami Premananda à Uttarkashi, qui est voisin de Nanima. Et, voilà, enfin, parce qu'à chaque fois qu'on amène des groupes et qu'on écoute ça, on se dit, mais on est perdu parce que c'est en anglais, en hindi, on comprend. Et on est paumé, mais là, en français, et ça nous perd aussi, mais pour Moi. la fille mentale, voilà. Donc on verra comment il l'amène, mais ça va être passionnant. Si tu peux venir même qu'en partie, viens. Et puis, en tout cas, on aura certainement une suite à cette rencontre avec Yves Raymond, voilà, l'intervenant, le Ok. pasteur. Voilà. Alors je regarderai pour une prochaine fois, mais ouais, ça m'intéresse On te beaucoup. tiendra au courant. Oui, Ouais. volontiers, volontiers. Ouais, voilà. On va essayer de le filmer ou de l'enregistrer, de faire quelque chose, quoi. Voilà. Ah ouais, ah ouais. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Bonne nuit, bon repos, plein de belles pensées. Ouais. Voilà. Oh, bon, ben voilà. On va se dire au revoir. Au revoir.